Nous connaissons tous quelqu'un qui souffre de migraine. Par contre, ils ont souvent de la difficulté à nous expliquer c'est quoi des migraines. Quelles sont les connaissances que nous avons à leur sujet de nos jours? La migraine est classée comme étant la troisième maladie la plus commune. Elle affecte 3 fois plus les femmes et a une prévalence de 15 à 20 %. Elle affecte plus d'1 billion de personnes. Elle est classée comme étant la 7e maladie la plus invalidante au monde ou la première maladie neurologique invalidante en termes d'années de vie perdues à cause d'un handicap et est la 3e trouble neurologique le plus coûteux après une démence et un AVC. La différence entre la céphalée de tension et la migraine. Nous mélangeons parfois migraine et céphalée de tension. La céphalée de tension se distingue de la migraine par le fait qu'elle est un mal de tête ordinaire. Il est important de noter qu'une céphalée de tension peut déclencher une migraine. Certains symptômes nous permettent de différencier la céphalée de tension et la migraine. Dans la migraine, un côté est plus douloureux que l'autre, alors que dans la céphalée de tension, les deux côtés sont autant douloureux. Dans la céphalée de tension, l'intensité de la douleur est légère à modérée, alors que dans la migraine, elle est de modérée à élevée. De plus, pour ce qui est de la migraine, le patient peut avoir des pulsations, ça c'est des sensations de coups dans la tête, peut avoir des nausées, elle peut avoir de la difficulté à tolérer le son et la lumière, et la douleur est augmentée par l'effort physique. Dans la céphalée de tension, ces derniers symptômes ne sont pas présents. Sans traitement, la durée d'une céphalée de tension peut durer de 30 minutes à 7 jours. Pour la migraine, la durée peut être de 4 à 72 heures et contient au moins 5 attaques. Les migraines avec ou sans aura. Les deux sous-types de migraines les plus communes sont les migraines avec aura ou les migraines sans aura. La migraine sans aura est caractérisée par des crises récurrentes modérées ou sévères associées à des nausées ou à une hypersensibilité à la lumière et au son. La migraine avec aura, quant à elle, est caractérisée par des symptômes transitoires visuels, sensoriels ou de la parole, comme des lumières clignotantes, des lignes en zigzag, une perte de vision temporaire, de l'engourdissement ou des fourmillements dans une partie précise du corps ou finalement une difficulté d'élocution. Certaines migraines avec aura sont habituellement suivies d'une phase de mal de tête semblable à la migraine sans aura. L'aura apparaît la plupart du temps 20 à 30 minutes avant un mal de tête et elle disparaît souvent en moins de 15 minutes environ. Le tiers des personnes peuvent prédire l'arrivée d'une migraine car elle est précédée d'une aura. La physiopathologie des migraines. Avant, les théoriciens pensaient que les migraines étaient provoquées par une dysfonction de la vasoconstriction et de la vasodilatation au niveau du cerveau. Maintenant, les théories penchent plus pour une hyperactivité neuronale résultant de facteurs génétiques. Justement, une étude européenne de 2007 que l'augmentation ou la diminution des vaisseaux sanguins parfois observables serait probablement plus un épiphénomène qu'une cause des migraines. La théorie actuelle. Ainsi, on pense aujourd'hui que les migraines sont un trouble neurogène associé à une dysfonction provoquant une amplification du signal nociceptif dans la voie trigémino-thalamo-corticale. Les migraines sont tout d'abord provoquées par un événement déclencheur, causant une hyperactivité des neurones du tronc cérébral. L'hyperactivité serait probablement créée par une libération accrue de glutamate, un neurotransmetteur. Pour les personnes souffrant de migraines avec aura, c'est à ce moment que l'intensité neuronale peut se propager à travers le cortex cérébral, en particulier vers le cortex visuel. Ensuite, les neurones du noyau trigéminal deviennent activés, ce qui sensibilise le nerf trigémo, qui sensibilise lui-même les lemnisques trigémo-thalamiques et thalamo-corticales. L'activation de ces neurones provoque la libération de neuropeptides, qui crée une inflammation nerveuse et une vasodilatation des méninges. Les terminaisons nerveuses nociceptives, devenues ainsi plus sensibles, provoquent la douleur ressentie lors de la migraine. Un phénomène semblable à celui-ci se produit aussi, mais en activant le centre du vomissement, soit le noyau du tractus solitaire, le noyau dorsal du nerf vague, expliquant ainsi la sensation de nausée parfois présente. La physiopathologie des migraines est encore à l'étude et beaucoup de pièces sont encore manquantes pour expliquer tous les symptômes. Les causes et les effets sur le système nerveux et beaucoup d'études se penchent maintenant sur la génétique cachée derrière cette pathologie. Fait intéressant, une étude de 2015 portant sur la génétique derrière les migraines a permis d'observer qu'il y a un chevauchement au niveau des gènes intervenant dans les migraines entre les personnes ayant des migraines avec ou sans aura, avec ceux n'expérimentant jamais d'aura. Ceci peut expliquer, en partie, que les deux sortes de migraines peuvent se retrouver chez la même personne et au sein d'une même famille. De plus, l'analyse des gènes impliqués a permis d'identifier certaines d'entre eux qui interviennent dans les migraines, mais aussi dans les phénomènes inflammatoires et ou cardiovasculaires. Une deuxième étude de 2015, portant sur les gènes codant pour les cellules gliales, a permis d'identifier que certaines d'entre eux codant pour les oligodendrocytes et les astrocytes interviennent aussi dans le phénomène de migraine. Ces cellules ayant un rôle de protection et de support auprès des cellules nerveuses, cette étude soutient la théorie de l'hypersensibilité neuronale.
Les causes et symptômes. La migraine est un désordre génétique qui signifie que nous sommes plus susceptibles d'avoir des migraines à cause de nos gènes. Par contre, certaines personnes ayant ces gènes peuvent ne jamais avoir de migraine ou en avoir très peu car elles ne sont pas exposées à des facteurs déclencheurs. Ainsi, l'apparition d'une migraine est un facteur déclencheur. Ceux-ci peuvent être certains aliments transformés, l'alcool, les changements de température, la douleur musculaire, un taux de glycémie faible causé par un manque de nourriture, le stress, l'anxiété, les changements hormonaux chez la femme, un manque de sommeil ou une exposition à des lumières clignotantes. En effet, pour un patient qui est prédisposé à avoir des migraines, dormir trop peu d'heures peut mener à des crises de migraine plus fréquentes. La migraine est aussi très fortement liée à l'insomnie. 70 à 80% des patients souffrant de migraines chroniques ont aussi des symptômes d'insomnie. Ces personnes se retrouvent donc dans un cercle vicieux d'où il est difficile de sortir. De plus, nous avons mentionné que les attaques de migraine peuvent être corrélées avec des changements hormonaux chez la femme. Ainsi, suite à la ménopause, les hormones se stabilisent et il y a beaucoup moins de changements. Il est alors possible d'observer une baisse de l'incidence des migraines et une diminution de leur intensité. La migraine entraîne plusieurs symptômes, dont une douleur modérée à grave menant à des élancements ou des pulsations qui surviennent la plupart du temps d'un côté de la tête. La douleur peut aussi être ressentie des deux côtés, mais un côté est plus douloureux souvent. De la douleur est souvent ressentie derrière ou autour d'un œil. De plus, la douleur s'aggrave avec l'effort physique et il y a possibilité de ressentir des nausées. Le patient peut se montrer plus sensible à la lumière, au bruit et aux odeurs. De surcroît, la migraine peut provoquer de l'allodynie, une perception de douleur provoquée par un stimulus habituellement non douloureux. Par exemple, la sensibilité au cuir chevelu et à la peau du visage est souvent augmentée et même douloureuse. Finalement, certaines personnes ressentent de la congestion nasale ou ont le nez qui coule lors de leur migraine. Quelques drapeaux rouges lorsqu'un patient souffre de maux de tête, indiquant peut-être une cause plus grave. Les impacts fonctionnels associés. Les migraines peuvent avoir plusieurs impacts sur le fonctionnement des personnes qui en souffrent. Premièrement, la douleur peut diminuer les capacités cognitives telles que la concentration et l'attention, ce qui peut empêcher, par exemple, quelqu'un de travailler ou d'étudier. De plus, le sommeil, en plus de pouvoir provoquer les migraines, peut aussi être altéré par ceux-ci, entraînant le migraineux dans un cercle vicieux. Ensuite, les personnes souffrant de photophobie peuvent éviter certaines situations ou certains lieux où la lumière est plus intense pendant les crises, mais aussi en prévention. Pareillement, les personnes chez qui cela provoque de la phonophobie, mais pour les situations bruyantes. Finalement, pendant la crise, la personne doit réduire son effort physique et mental pour ne pas aggraver son état. Les traitements. Il y a deux différentes approches pour traiter la migraine. Nous pouvons soit agir pour prévenir une attaque de migraine ou nous pouvons agir pour soulager les symptômes pendant l'attaque. Le choix d'une approche dépend de la fréquence des migraines et de la façon dont elles entravent la vie quotidienne. Alors, comment prévenir les crises? La première approche met l'accent sur la prévention des migraines. La prévention implique l'utilisation de médications et des changements dans les comportements. Si les migraines se produisent plus de 4 fois par mois, il peut valoir la peine de considérer de prendre un médicament quotidien afin de réduire la fréquence et l'intensité des migraines. Ces médicaments ne débarrasseront pas le patient complètement de ses migraines, mais peuvent lui faciliter la vie. Les médicaments conçus originellement pour l'épilepsie, la dépression ou la haute pression se sont montrés très efficaces. Ces médicaments incluent notamment les inhibiteurs calciques, les bêta-bloquants, les antidépresseurs tricycliques et d'autres. Le Botox a parfois été utilisé pour traiter la migraine. Plusieurs recherches se sont faites à ce sujet et le traitement pourrait convenir à certaines personnes. Par contre, il n'a pas été approuvé officiellement pour son usage contre les migraines, mais les recherches sont très prometteuses. Il y a aussi d'autres thérapies plus invasives qui ont été étudiées pour traiter la migraine extrêmement grave. Celles-ci impliquent des stimulateurs nerveux implantables et la stimulation cérébrale profonde. Par contre, il y a plusieurs effets secondaires possibles et il n'y a pas encore assez de preuves de recherche pour recommander ces traitements. Dans la prévention, il s'avère aussi bénéfique de faire des changements dans les comportements afin de limiter les facteurs déclenchant la migraine. Utiliser un journal de maux de tête permet de mettre le doigt sur les facteurs déclenchants et sur lesquels on devrait travailler. Les stratégies de gestion du stress, telles que les techniques de relaxation, la méditation et la thérapie cognitivo-comportementale, se sont montrées efficaces pour réduire la quantité, la sévérité de la douleur des migraines et pour mieux l'endurer.
D'autres changements dans les habitudes de vie, tels que faire de l'exercice physique chaque jour, manger régulièrement, prendre des repas bien balancés, s'hydrater beaucoup, éviter les produits alimentaires transformés et avoir un sommeil régulier peuvent avoir un effet bénéfique. Pour les femmes avec lesquelles les migraines sont liées avec leur cycle menstruel, la thérapie par les hormones s'avère efficace afin de stabiliser leurs hormones. Et comment les soulage-t-on? La deuxième approche est d'agir par des médicaments pour soulager les symptômes pendant une attaque de migraine. Plus ces médicaments sont pris tôt lors de l'arrivée d'une migraine, plus ils sont efficaces et plus ils sont utiles pour arrêter une attaque de migraine. Les médicaments spécifiques sont les sumatriptan et les ergotamines. Parfois, les médicaments en vente libre, qui sont des analgésiques comme les ibuprofènes, les aspirines, les acétaminophènes ou les opiacés faibles, peuvent également arrêter un mal de tête. Néanmoins, les gens qui souffrent de migraine ne doivent pas prendre un de ces médicaments pendant plus de 10 jours par mois, car cela pourrait provoquer des maux de tête dus à un usage abusif de médicaments et entraîner des migraines plus fréquentes. Voilà, nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo et que vous en avez appris un peu plus sur les migraines. Merci!